toutes et tous. Donc, je vais démarrer ce webinaire en rappelant quelques règles d'organisation pour que les choses se passent au mieux dans l'heure qui vient, l'heure et demie qui vient. Donc, comme vous le savez, à distance, le son est la première difficulté. Donc, je vous invite à couper vos micros si vous n'en avez pas besoin. En tout cas, n'hésitez pas à l'ouvrir quand on aura l'occasion de poser quelques questions un peu plus tard dans la séquence. Mais pour l'instant, j'invite tout le monde à couper le micro. N'hésitez pas aussi à réagir dans le chat, dans l'onglet discuter. Tout au long de la séquence, on prendra quelques questions pour échanger avec notre invité du jour. Une dernière information, on enregistre le webinaire du coup à des fins de diffusion. Sentez-vous libre de couper votre vidéo si vous ne souhaitez pas que votre image soit vue par la suite. Rappel technique toujours, on est sur la plateforme Zoom. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez cet outil, mais à toute fin utile, on coupe et on ouvre le micro en bas à gauche. L'onglet est juste à côté pour couper, ouvrir la caméra. On peut, donc c'est plus converser maintenant, c'est discuter, ça a évolué, ouvrir le chat avec cet onglet-là et poser toutes les questions ou réagir tout au long de la séquence. Et vous pouvez également, avec le bouton réaction, du coup, réagir ou demander la parole. Alors, je vérifie en même temps. Voilà. Je passe au temps d'accueil. Donc, je me présente. Bienvenue, je suis Cédric Hardy. Je suis le délégué général de la Fédération Art Vivant et Département. Fédération qui est cofondatrice du LUCA. Le LUCA, c'est le laboratoire Usage Culture Art Société, que nous avons cofondé avec deux autres entités, Villes Innovation pour la partie recherche et le Bureau des possibles pour les sujets liés à l'intelligence collective et au design de services. On a lancé le LUCA suite à un rapport que nous avons commis entre 2019 et 2021. Ce rapport s'intitule « De la coopération culturelle à la culture de la coopération ». En fait, la fédération avait souhaité impulser une étude suite à la loi NOTRe pour aller se mettre à l'écoute finalement des coopérations entre les départements et les intercommunalités dans le champ de la coopération culturelle et suite du coup à la loi NOTRe. Souvenez-vous, il y avait à l'époque, et il y a toujours bien sûr l'article 103 de cette loi NOTRe qui parle de la compétence culture en tant que compétence, ou en tout cas responsabilité partagée entre l'État et les collectivités dans le respect des droits culturels. C'est ce qui nous a incité du coup à mener cette recherche-action. On a pu embarquer plus d'une trentaine de collectivités dans la dimension opérationnelle de l'étude. Bien entendu, on avait plus de collectivités que ça sur la phase d'état des lieux. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne m'étends pas trop là-dessus et je vous invite à consulter le rapport, donc encore disponible sur le site lucarecherche.fr. À la suite de la diffusion de ce rapport, on souhaitait ne pas en rester là et on a eu la chance d'être sollicité par des collectivités qui souhaitaient expérimenter des politiques culturelles plus coopératives, plus ascendantes, en tout cas qui souhaitaient faire le pari de co-concevoir leur politique publique en coopération avec les acteurs et les habitants de leur territoire. C'est notamment le cas du budget Sud et j'y reviendrai juste après. L'autre sujet qu'il faut retenir pour le LUCA, c'est que nous avons une mission d'intérêt général que nous revendiquons. Donc nous documentons, nous produisons des ressources, autrement dit, enfin, notre jargon des communs, au contact des terrains que nous accompagnons. Pour cela, nous travaillons avec des universitaires qui nous amènent à produire un certain nombre de ressources comme des podcasts, des articles, des ouvrages ou des kits méthodologiques. Et nous nous attachons aussi à relier des acteurs des territoires engagés à nos côtés, et c'est d'ailleurs l'objet de ce webinaire, j'allais dire séminaire, aujourd'hui. Donc, effectivement, la communauté de communes du budget Sud nous a sollicité il y a maintenant 1 an pour accompagner la préfiguration de son projet culturel de territoire. Et je laisserai la parole dans quelques instants à Monsieur Régis Castin, vice-président notamment délégué à la culture de la communauté de communes du budget Sud, pour nous en parler. Avant ça, vous dire pourquoi nous organisons ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, nous l'organisons dans le cadre de l'accompagnement en cours avec le budget Sud. Il s'agit d'un temps de rencontre national, c'est-à-dire qu'on est parti de thématiques qui ont pu remonter du diagnostic que nous avons mené avec les acteurs du budget. Et du coup, c'est un webinaire qui s'adresse bien entendu aux acteurs de ce territoire, mais qui est ouvert à d'autres territoires, d'autres communautés LUCA, entre guillemets, à l'échelle nationale. Je pense notamment à Loire-Forêt Agglomération. Il est aussi ouvert, ce webinaire, à nos adhérents, ceux de la Fédération Art Vivant et Département, ainsi qu'à nos partenaires. L'objectif, partager une bonne pratique, un cas d'école qui nous paraît inspirant au regard de ce que nous avons pu repérer suite à ce diagnostic, et surtout favoriser l'interconnaissance entre les acteurs. Monsieur Castin, si vous m'entendez, je vous laisse la parole pour un petit mot d'accueil. Régis. Oui, Monsieur Hardy, vous m'entendez? Parfaitement, Oui, c'est vous bon. pouvez y aller. Oui.
Tout à fait. Eh ben, écoutez, merci pour vos propos introductifs. Donc, Monsieur Jérôme Marchais, vice-président en charge de la culture de la communauté de communes Sèvres-et-Loire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des différents services culture et du patrimoine, mesdames et messieurs les acteurs culturels, moi, je suis ravi de participer et de vous accueillir pour ce webinaire qui porte sur la thématique suivante: l'élaboration d'un projet culturel de territoire peut-elle favoriser une démarche de coopération? Donc, cette question, nous nous la posons au sein de la communauté de communes Bugey Sud, donc un territoire à dominante rurale, où nous avons débuté au début de l'année 2022 une démarche de préfiguration d'un projet culturel de territoire. Alors, pourquoi? De 2016 à 2020, la communauté de communes Bugey Sud a mené avec succès sur son territoire, en partenariat avec la DRAC et le département, des actions d'éducation artistique et culturelle, mais sans vraiment se poser les questions nécessaires euh, à une véritable mise en œuvre d'une politique culturelle, à savoir pourquoi, pour qui, avec quel contenu, quelles sont les forces et les faiblesses et les besoins de notre territoire pour bâtir cette politique culturelle et lui donner du sens, bien évidemment, et sans oublier notre sujet d'aujourd'hui, les coopérations possibles et indispensables à la mise en œuvre d'un projet culturel de territoire. Donc, pour ce faire, comme l'a évoqué Monsieur Cédric Hardy, avec l'appui de la ville-centre, qui est la ville de Belay, nous travaillons depuis bientôt un an avec le Lucas, qui est à la manœuvre, et notamment pour l'organisation de ce webinaire, que je remercie vivement, pour l'ensemble du travail que nous avons déjà réalisé ensemble, à savoir un gros diagnostic qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et avant de laisser la parole à Monsieur Marchais, est-ce que Cédric Hardy, vous souhaitez apporter d'autres éléments à mes propos? Oui, ben, je vais reprendre la main ensuite, Monsieur Castin, pour Oui. lancer du coup le propos et Monsieur Marché, mais je vous laisse finir tranquillement. Bah, écoutez, moi, j'en avais terminé sur notre introduction pour ne pas empiéter sur les échanges et le déroulé. Euh, c'est comme vous le souhaitez, on peut avancer. Entendu, Monsieur Castin, donc on avance. Du coup, je reprends le fil du déroulé. On arrive du coup au sujet du jour. L'élaboration d'un projet culturel de territoire peut-elle favoriser une démarche de coopération? Régis Castin l'a précisé juste avant. Donc, on accueille Monsieur Jérôme Marchais, vice-président délégué à la culture de la communauté de communes Sèvres-et-Loire, J'entends par pas. ailleurs maire de la ville de Valette. Donc, Ouais. on est sur. Alors, il y a un micro qui est ouvert, merci de le couper. On est du coup sur une communauté de communes par ailleurs située en Loire-Atlantique. Monsieur Marchais, si vous m'entendez, je vais vous poser du coup cette première question. D'où parlez-vous? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter vous-même, ainsi que présenter votre territoire, Monsieur Marchais? C'est à vous. Bah écoutez, d'abord, merci de m'accueillir sur ce webinaire. Je veux d'abord préciser une chose, ce qui a été réalisé ou ce qui est en cours d'être réalisé sur notre territoire. Je ne suis pas là pour donner un cours, très clairement. Je pense que chaque territoire a sa particularité, chaque territoire a son histoire et on construit effectivement parce que je pense qu'on sait qui on est quand on sait d'où on vient et que chacun doit effectivement développer le système. Alors, qui suis-je? Bah, tout simplement, je suis depuis 2014 le maire de Valette. Je suis rendu, pour ma part, c'est mon 5e mandat d'élu. Valette, c'est une petite commune de 9 700 habitants qui est en Loire-Atlantique, au sud-est de Nantes, et qui, depuis 2017, est incorporée dans une nouvelle Comcom, nouvelle dimension de Comcom, qui s'appelle Sèvres-et-Loire et qui regroupe 11 collectivités de dimensions totalement différentes. La plus grande en termes de potentiel d'habitants, c'est la ville de Valette, hein, mais nous avons d'autres collectivités qui descendent jusqu'à à peu près 1000 habitants. Voilà. Au total, c'est 11 communes qui se sont réunies, à savoir c'était deux anciennes Comcom qui maintenant n'en font qu'une depuis le 1er janvier 2017. Voilà. Voilà pour résumer un petit peu géographiquement ce qui s'est passé, où nous en sommes sur un plan politique. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez? C'est que, alors, si on rentre dans le débat culturel, le point intéressant, c'est que depuis, on est au deuxième partie de mandat, puisque, bon, il y a eu un mandat qui a été sur 3 ans, le temps de la réunification, effectivement, de notre Comcom. Donc, de 2017 à 2020, j'avais, en ce qui me concerne, la même délégation. Donc, j'avais le département
département culturel et le département piscine, mais là, on s'intéresse à la culture, donc on va en parler davantage. Et donc, en 2020 jusqu'à échéance 2026, en principe, je suis toujours, entre guillemets, conforté dans cette même position, ce qui nous permet d'avoir une continuité sur le travail engagé en 2017. Ça, c'est important de le dire. La commission a effectivement évolué, hein, nous sommes 11 autour de la table, mais l'objectif étant d'avoir ce fil conducteur sur lequel nous avons travaillé en 2017. Qu'est-ce que je peux vous dire en termes de structure? Nous, la première chose que l'on a fait, vous l'avez compris, c'est la unification de 2 Comcom voisines pour en faire qu'une seule. Très clairement, on ne se connaissait pas. On se découvre et on se découvre encore aujourd'hui. Je pense qu'il faut plusieurs mandats, effectivement, pour pouvoir bien appréhender le potentiel de chaque collectivité. Donc, on s'est découvert et la première chose qu'on a fait, c'est qu'en 2017-2018, on a fait un état des lieux. Un état des lieux, tant sur le plan des structures, tant sur le plan du développement culturel, de la conception de la culture de chaque collectivité, mais également sur le niveau associatif, l'attente des associations, les besoins, la complémentarité, voire des fois la concurrence qui existe entre quelques associations. On a fait ce bilan entre 2017 et 2018 avec l'aide d'un jeune stagiaire qu'on avait effectivement retenu pour ça et qui nous a fait un travail préparatoire intéressant. Ensuite, nous avons élaboré une politique on a fait un séminaire avec l'ensemble des forces vives du domaine culturel de notre territoire, à savoir que les 11 vice-présidents de chaque commune, les 11 adjoints à la culture étaient conviés, mais également leurs principaux responsables techniques culturels étaient réunis en 3 après-midi avec une 4e pour faire la synthèse de notre politique, de ce qu'on pouvait imaginer faire ensemble. Ça, c'était la base. L'avantage de notre territoire, c'est que l'on est dans un dispositif, on est en Loire-Atlantique, et la Loire-Atlantique, en termes de structure, le département de Loire-Atlantique a depuis très longtemps initié une politique d'aide au développement culturel, à savoir ce qu'on appelle le projet culturel de territoire qu'ils ont développé depuis de nombreuses années et qui sont des contrats que l'on passe avec la Comcom. C'est la Comcom qui passe le contrat. Ce sont des contrats de 3 ans et une année complémentaire qui nous permet de faire le bilan. À l'heure où je vous parle, je suis dans la 4e année qui va nous permettre en 2023 de faire le bilan de ce qu'on a fait et surtout de se projeter pour demain. Le principe de base, c'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on a fait. Il faut tout le temps se projeter pour demain. Quelles sont les attentes des administrés? Quelles sont les attentes des scolaires? Quelles sont les attentes des professeurs? Quelles sont les attentes des praticiens, des associations pour pouvoir éventuellement se projeter? Voilà la philosophie sur laquelle on est en permanence. Voilà. Merci, Monsieur Marché. Et du coup, parce qu'on est sur un territoire assez comparable quand même au territoire du Bugey Sud, c'est-à-dire une petite communauté de communes relativement rurale avec 50 000 habitants environ, une ville-centre d'environ 9 500 habitants. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à enclencher cette démarche de PCT? On a entendu le levier du département, mais est-ce qu'il n'y a que le levier du département ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont pu vous inciter à structurer cette approche culturelle? L'une des raisons majeures, c'est quand on a fait ce premier bilan, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde ne mettait pas le curseur culture au même niveau. Chacun était en fonction de ses moyens et de ses capacités financières et d'une certaine dynamique. Alors vous prenez la ville comme je prends la mienne, nous on avait un développement culturel parce qu'on a une capacité d'accueil d'environ 2200, 2300 personnes. Sur laquelle on vient d'adosser une école de musique. Enfin voilà, nous on avait un développement culturel beaucoup plus étoffé que certaines collectivités qui sont voisines avec les nôtres. Puisque par exemple, quand on avait fait ce premier bilan, il y avait une collectivité qui, quand elle parlait de culture, se référait uniquement au feu d'artifice du 14 juillet. Voilà. Donc on était sur des budgets complètement disparates, avec des budgets qui dépassaient le million d'euros, ce qui était le cas pour ma commune, et qui, par contre, se résumaient à 3 500 à 4 000 euros pour la commune la plus petite. Voilà comment la culture était un peu perçue. Ensuite, force argumentaire, on a expliqué aussi que
souvent, on évoque la communauté de communes comme un lieu, bon, alors on parle des déchets, on parle de l'assainissement, on parle du développement économique. Mais ce côté culturel peut avoir une résonance totalement différente et aussi démystifier un outil interco qui malheureusement souvent est canalisé ou perçu par la population pour quelque chose d'invisible, incompréhensible, qui est une strate administrative pour ce qui est structurant, mais qui n'amène pas un plus loisir ou un plus activité suffisamment probant. Donc, fort de ça, on s'est lancé dans ce dispositif. Il faut savoir que le département de Loire-Atlantique incite énormément les collectivités à travailler sur le plan de réseau, de travailler au niveau de la Comcom. Aujourd'hui, vous avez une école de musique, quand elle a le statut intercommunal, par exemple, le département porte une attention, la DRAC également, totalement différente que si l'école reste associative ou municipale. Donc tout ça, ce sont des leviers. Par contre, ce qui est important de percevoir, c'est que le levier projet culturel de territoire que l'on signe pour 3 ans et 4e année d'observation et d'analyse, pour nous, ne doit pas être perçu comme une banque. On ne va pas chercher systématiquement des subventions. On va essayer d'amener du plus en s'appuyant sur des techniciens qu'on a la chance d'avoir au niveau de la Loire-Atlantique, qui sont là pour nous donner des tuyaux ou des observations et de démystifier la culture d'une façon ou de l'approcher d'une façon totalement différente. Un exemple simple, c'est que le département de Loire-Atlantique s'intéresse fortement au développement culturel à travers des ateliers, à travers la préparation d'un spectacle, le démontage d'un spectacle, mais en aucun cas le spectacle lui-même, qui est du ressort de la collectivité ou de l'entité qui le porte. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Le département va soutenir des ateliers, des rencontres avec les artistes, des explications comment le spectacle a été fait, mais n'est pas là, et ça c'est un point sur lequel on travaille également auprès de nos associations, n'est pas là pour subventionner tel ou tel artiste qui va venir où on invite les gens à s'asseoir dans un fauteuil et on regarde un spectacle. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est au contraire de tirer les gens vers le haut en leur amenant des ateliers qui peuvent peut-être être, alors ça peut être des ateliers sur la base de cirque, ça peut être des ateliers de rencontre avec les auteurs de la pièce de théâtre et autres, de manière à pouvoir amener les gens dans un concept totalement différent et d'appréhender la culture d'une façon différente. Oui. Voilà. On va revenir sur le cas de la Loire-Atlantique un tout petit peu plus loin dans l'échange, parce que c'est un point fondamental et on sait à quel point la politique départementale en faveur de la culture et donc des intercommunalités est pointue en Loire-Atlantique. Du coup, d'ailleurs, on pourrait faire référence, et on y fera référence peut-être au compagnonnage et à la relation que vous avez eue avec l'un de nos adhérents, je pense à Musique et Danse en Loire-Atlantique, que dirige Caroline Doel, notamment. Revenir plutôt du coup sur la dimension stratégique. Vous nous avez parlé de ce séminaire finalement entre communes, entre agents, entre élus, qui vous a permis de faire émerger une forme de stratégie culturelle. Finalement, quel a été l'impact progressif sur les services culturels de l'intercommunalité? Je m'explique, sur le service culture en tant que tel, sa structuration, mais aussi sur des sujets tels que l'enseignement artistique, tels que la lecture publique, le soutien aux associations. Est-ce que vous pourriez nous raconter ça, Monsieur Marchais? Très simplement, si vous voulez, d'abord, je vous ai très brièvement expliqué qu'on a fait un premier diagnostic qui nous a permis, lors de ce séminaire, d'avoir une base de réflexion sur ce qui existe sur notre territoire. Lors du séminaire, on a travaillé sur différents axes, différentes orientations. Et puis, on est arrivé à une dernière après-midi qui était le bilan et surtout d'amener la politique culturelle qu'on voulait porter. Et en tant que vice-président en charge de la culture, moi, je suis une personne qui est plutôt assez cartésien, même très cartésien, et je n'aime pas mener de front plusieurs dossiers à la fois. Qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est que très vite, il nous est apparu une évidence qu'au niveau de la com, il n'existait pas de service culturel. Ce en quoi le département est très attentionné par rapport à ça, parce que c'est la porte d'entrée et de s'appuyer sur des techniciens.
Donc, on a commencé par créer un service qui est composé aujourd'hui de plusieurs branches, avec entre autres un responsable culturel. Cette personne a en dessous d'elle différents axes que je vais développer après. Ensuite, on a, alors ça c'est la première chose, création d'un service culturel avec des agents professionnels. La personne, par exemple, qui chapeaute le service aujourd'hui n'est pas du domaine culturel. C'est une ancienne DGS. Parce qu'on avait aussi à cœur d'amener à travers ça une notion financière. Tout le monde vous dit « Ah, la culture, ça coûte cher ». Mais on oublie de dire ce que la culture rapporte et combien elle touche et quel est l'impact que l'on a vis-à-vis de la population. Donc, on a une DGS, une ancienne DGS, qui a pris ce poste et qui chapeaute différentes équipes. Deuxième opération, dans le bilan qu'on a fait, vous aviez sur la communauté de communes qu'on appelait Valette, de mon côté, on avait travaillé sur un réseau des bibliothèques. Du côté de Loire-Divat, qui était l'autre Comcom avec lequel on s'est associé, ce réseau n'existait pas. Donc progressivement, là-haut, par exemple, alors je dis là-haut parce que c'est plutôt sur le nord de notre territoire, eh bien, ils travaillent sur des bibliothèques individuelles communales. Le souhait qui est sorti de ce séminaire, c'est de ne absolument pas provoquer les communes pour qu'elles rentrent tous dans le réseau, mais qu'elles y viennent progressivement. Donc aujourd'hui, première branche qu'on a consolidée, c'est le réseau des bibliothèques qui est composé de 7 communes sur les 11. Et là, vous avez du personnel qui est rentré dans le pôle culturel, justement. Donc vous l'avez compris, il y a la directrice, une responsable du réseau des bibliothèques et 7 agents qui sont de la fonction publique intercommunale et qui, eux, ont pour rôle d'animer le réseau des bibliothèques. Premier point. Deuxième dossier que l'on a fait assez rapidement et qui a vu le jour sur l'exercice 2021-2022, on a créé une école de musique intercommunale. Et là encore, on a restructuré le système, c'est-à-dire qu'on a volontairement, parce que bon, l'histoire elle est simple, c'est que sur notre territoire, nous avions 3 écoles de musique, 2 associatifs et une municipale. Qu'est-ce qui a été fait? En l'espace de 2 ans, tous les services se sont mis à travailler dessus. On a créé une seule école qui aujourd'hui est intercommunale. Donc les agents, les personnes qui travaillaient dans le milieu associatif sont devenus automatiquement dans la fonction publique. Nous n'avons qu'une seule tarification d'école de musique. Nous n'avons qu'une seule organisation, un seul travail pédagogique. Et au total, c'est 44 enseignants qui aujourd'hui couvrent l'ensemble de notre territoire. Et ça sur 2 pôles. Un pôle du côté Loire, qui est un pôle, c'est-à-dire un bâtiment qui était déjà structuré de cette façon, et qui est un bâtiment qui est à la communauté de communes, déjà, c'est ce qui existait du côté de l'ancienne, enfin maintenant qui est devenue notre collègue ancienne Comcom. Et de notre côté à nous, il y avait 2 écoles, dont celle de Valette qui était municipale. Et là, nous avions engagé une prospective de pouvoir faire un vrai bâtiment école de musique qui est installé à Valette, à côté du Champy-Lambart, qui est notre salle des fêtes. Et cette association, enfin cette organisation, fait qu'aujourd'hui, on a 2 pôles d'enseignement musical. Donc, ce sont bien en l'occurrence, les élèves qui se déplacent sur ces 2 pôles qui ont pour objectif d'amener la même pédagogie, d'amener le même système d'ateliers. Alors, des fois, vous avez des ateliers qui n'ont pas assez d'élèves, donc il est positionné sur un des sites, mais pas sur les 2, et ainsi de suite. Et on travaille de cette façon. Aujourd'hui, l'école de musique intercommunale que l'on a créée donc en septembre 2021, cette école aujourd'hui est composée de 817 élèves. Voilà. Parallèlement à ça, donc là vous l'avez compris, le personnel qui travaille dans cette enceinte-là est devenu aussi intercommunal. Donc l'effectif de la Comcom s'est vu effectivement automatiquement augmenter avec du personnel qui aujourd'hui est du ressort de la Comcom. Voilà, avec un statut intercommunal. Donc première étape,
création d'un service et d'un pôle culturel. Deuxième étape, conforter le réseau des bibliothèques. Troisième étape qui a été mise en place, création d'une école de musique interco. Et ensuite, troisième étape qu'on a déjà abordée parallèlement, ça s'est fait simultanément, c'est la création d'un service projet culturel de territoire, qui lui est en relation permanente avec les services du département pour essayer de travailler, de tirer tout le monde vers le haut. Donc l'objectif aujourd'hui de ce projet, de ce service projet culturel de territoire, c'est de faire évoluer en l'occurrence toute la partie culturelle, c'est-à-dire d'intervenir sur des opérations auprès du réseau des bibliothèques, mais également au niveau de l'école de musique, mais également auprès des associations, également au niveau des 3 cinémas qui animent notre territoire, qui, à ce jour, se parlaient pratiquement plus et qui, aujourd'hui, commencent à retravailler ensemble sur des projets communs. L'objectif pour nous, c'est de diffuser l'activité culturelle sur l'ensemble du territoire et quel que soit l'endroit, les gens peuvent avoir accès aux mêmes services qu'une grande collectivité qui peut être dotée d'une façon totalement différente. Par contre, important, c'est la professionnalisation. Avoir des gens compétents, des gens qui amènent du plus et avec une dynamique effectivement de soutien, d'apport auprès des associations. Parmi les choses qu'on a mis en place en 2022, qui rentrent dans le projet culturel de territoire, on s'est rendu compte également, suite à nos premiers séminaires, que notre territoire était très riche d'activités. Chaque association, chaque collectivité avait un potentiel associatif assez fourni, qui dégageait des manifestations, des rencontres, enfin il y avait plein de choses, sauf qu'on ne le savait pas. Donc parmi les axes, c'est aussi l'axe communication qui est porté par notre service, par le service qu'on appelle Projet culturel de territoire, PCT, qui lui a développé un agenda culturel au sein même de la Comcom pour qu'on puisse rentrer dans un dispositif de faire savoir ce qui existe à côté. Et le slogan que l'on a, il est très simple, c'est « Sortez chez vous ». Arrêtez d'imaginer que tout se passe à Nantes, à Cholet, à Clisson ou autre. Chez nous, des choses se font, simplement il faut regarder. Et l'agenda culturel, il est aussi pour mettre en valeur les associations. Par contre, il y a une charte, il y a des règles, de manière à ce que ne se soit pas, excusez-moi l'expression, la fête à neuneux. Il faut que ce soit quand même structuré et qu'on ait quelque chose qui soit une plus-value par rapport à la personne qu'on va inciter à venir voir le spectacle ou l'animation ou les choses comme ça. On rentre dans une véritable professionnalisation. Voilà. J'ai résumé un petit peu tout ce qu'on a fait, mais tout ça d'une façon très collégiale avec l'ensemble des collectivités, d'une façon progressive et vraiment d'une façon très cartésienne, quoi. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est ça. Troisième étape, ce sera ça. Comme là, par exemple, on est en train de travailler dans la prospective de la prochaine signature de contrat avec le département. Je ne sais pas si Didier Cervelot est avec nous, mais bon, voilà, on est dans cette logique-là. C'est qu'est-ce qu'on peut amener de plus maintenant? Dernière étape, prochaine étape, parce qu'il y en a tout le temps. Il faut tout le temps, au-delà, on remet tout le temps en cause nos différents services et tout, mais qu'est-ce que l'on peut mettre en place demain? Peut-être créer un événement tous les 2 ans, un truc événementiel. Qu'est-ce que l'on peut amener? Et là, par exemple, ça a été le cas en 2022. On a créé une première chose avec une expérience qui avait été faite sur une des communes qui s'appelle le Leroux-Bottereau de notre territoire. On a mis en place un système qui a été une fusion des Comcom à travers une activité graphe. Nous avions une association qui nous a… Monsieur Marché, en parler plus tard. Monsieur Marché, vous m'entendez? Oui. On fait un petit peu de teasing, vous l'avez annoncé, on en parle juste après, parce que là, il y a plein de questions qui montent suite à ce que vous venez de nous raconter, et je pense qu'il serait plus pertinent de les traiter maintenant, pour ensuite faire un focus sur des projets spécifiques, projets graphes, donc on le garde en tête. La question que je vois là, liée à votre intervention directement, celle d'Amandine Weber, que je salue dans le Forêt, donc Loire-Forêt Agglomération, ça se situe dans le département de la Loire.
Lorsque vous parlez de services PCT, combien d'agents cela représente-t-il? Première question. Est-ce qu'ils sont uniquement dédiés à des missions d'ingénierie support à destination des opérateurs culturels du territoire? Deuxième question. Et comment avez-vous pensé leur fiche de poste? Merci d'avance. Alors, le service PCT, nous avons aujourd'hui un agent et avec une personne qui est en complément, qui lui fait office d'aide. Voilà. Et c'est souvent des stagiaires qui sont pris dans ce cadre-là. Mais le service PCT, c'est une personne pour l'instant. À l'heure où je vous parle, c'est probablement un peu juste par rapport à l'ambition qu'on va développer. Mais aujourd'hui, le service PCT, c'est une personne. Le service école de musique, c'est 46 personnes. 4 personnes administratives, 44 professeurs. Ça fait 48 personnes. Et puis le service réseau des bibliothèques, c'est 8 personnes au total, dont la responsable du réseau. Et au-dessus, vous avez leur responsable qui chapeaute le tout et qui a plus un œil d'ordre financier, administratif et gestionnaire. Voilà. Bien, merci pour cette réponse. Les fiches de poste, elles ont été pensées de quelle manière, du coup? Vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Oh bah, les fiches de poste ont été un petit peu créées en fonction des orientations de chaque thématique. Voilà, donc concernant l'école de musique, on n'est pas parti sur une page vide puisqu'il y avait quand même 3 organismes entre guillemets, qui existaient déjà, hein, qui travaillaient séparément et tout. Donc tout ça, la fiche de poste des professeurs, la fiche de poste administrative et tout, ce sont des gens qui ont simplement muté vers la Comcom. D'accord. Le réseau de bibliothèque existait. Au niveau de la fiche de poste, effectivement, concernant le PCT, qui est un petit peu une nouveauté, nous, c'était véritablement un animateur culturel qu'on le recherchait. Donc voilà, ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous la faire passer. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais voilà. Bon, on se le note, du coup, ça marche. Mais c'est important. Alors, cette personne, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'au-delà d'être un animateur et au-delà de travailler sur des fusions, là, par exemple, alors Yann Denis qui travaille avec nous, là, qui va nous quitter parce qu'il réoriente son activité professionnelle. Yann, par exemple, a travaillé sur remettre, entre guillemets, en osmose les 3 cinémas qui existaient sur notre territoire. Alors, comment on travaille avec eux? Pas sur ce qu'ils diffusent, mais sauf que les trois cinémas organisent des séances scolaires. Donc, comment on fait pour travailler sur des séances scolaires d'une façon homogène et comment on les accompagne financièrement pour qu'il y ait une politique cohérente, pour pas qu'un cinéma ait une subvention totalement différente des autres. Et qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on considère comme scolaire? Qu'est-ce qu'on ne considère pas comme scolaire? Voilà un petit peu la trame. Donc ça fait partie de ses missions. Yann a travaillé également à rencontrer la plupart des gros faiseurs culturels associatifs pour leur expliquer que ce n'est pas la peine de frapper à la porte pour avoir une subvention. La subvention, c'est la cerise sur le gâteau si l'association développe le concept de travailler en recherche qualitative. Alors, je ne dis pas que les associations ne faisaient pas du qualitatif, mais la subvention que l'on apporte sera apportée sur des ateliers. C'est-à-dire que vous avez une troupe de théâtre amateur qui fait un boulot remarquable, mais qui par contre ne développe pas de concept de rencontre avec les scolaires, de rencontre avec de séances scolaires ou d'une rencontre avec des spectateurs avant pour expliquer comment ils ont monté, tout ça, ça ne nous intéresse pas. La diffusion elle-même, ce n'est pas notre priorité. On va rentrer, nous, dans un concept identique à ce qu'attend le département. La recherche de subventions, ça ne doit pas être la priorité. On n'est pas une banque. On est simplement un facilitateur qui accompagne les associations pour amener un concept différent, renouveler un public et peut-être aller chercher aussi un public qui n'est pas effectivement dans dans le public habituel. Par exemple, l'handicap, le système, par exemple, des gens qui peuvent avoir des problèmes d'audition, des problèmes de vue, des problèmes, les scolaires, comment on peut expliquer comment on crée une pièce de théâtre,
comment on crée un orchestre, quelle est la problématique. Vous voyez, on est plus dans la pédagogie, comment on vient à faire le spectacle. Mais la subvention du spectacle, pour nous, ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherchera l'avant et l'après. C'est très clair. Merci, Monsieur Marché. Une autre question, du coup, qui nous vient du département du Maine-et-Loire. Je ne prendrai pas le risque sur le nom, du coup. Comment avez-vous convaincu les autres élus de créer un service culture? Voilà, je garde la question sur le département plus tard. Voilà. Comment vous les avez convaincus, les élus de la commune? D'abord, si vous voulez, c'est comment dirais-je un peu. Bon, l'avantage que l'on a, c'est qu'à Valette, on a, entre guillemets, on a développé depuis très longtemps une politique culturelle. Donc pour ma part, j'ai été 13 ans adjoint à la culture avant de me retrouver aujourd'hui au poste que j'ai. Donc, j'ai un peu cette expérience. Ensuite, je suis très têtu. Et quand on présente un dossier, il y a un moment, enfin, moi j'aime bien gérer la collectivité comme une entreprise. Je ne suis pas là pour me faire plaisir, je suis simplement là pour rendre service à la population. Donc on a fait un tas de réunions, voilà, pour expliquer, amener la pédagogie. Et lorsque vous arrivez à emmener à travers vous les membres entre guillemets de votre commission culture, qui je vous rappelle, et pour moi c'était un point positif, c'est parce que comme on a commencé en 2017 avec la création d'une Comcom, ça s'est très vite mis en place. Et on a eu cette fusion et on a tiré le trait et on continue. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on travaille, je dirais, aux 3/4, ce sont les mêmes personnes qui étaient là au début. Et on a développé ce concept. Et il y a un moment, il faut faire de la provoque. Et ça, c'est un peu mon truc. C'est-à-dire qu'on peut travailler, comme ça a été le cas avec l'école de musique, c'était le cas, quand il a fallu appuyer sur le bouton auprès du conseil communautaire. Alors ça va vous paraître un peu choquant peut-être pour certains, mais c'est ce qui s'est vraiment passé. Quand on est arrivé au conseil communautaire, il fallait qu'on se dise, on fait l'école de musique, on y va à échéance septembre 2021. Est-ce qu'on y va ou pas? Il y a eu tout un travail préparatoire qui a été fait avec les services de la Comcom, le service CRH, parce que ça a une incidence financière, le service, toute la partie comptabilité. Il y a eu tout un travail qui a été fait d'harmonisation des tarifs, harmonisation du temps de travail du personnel, organisation des deux structures, comment on les gère, sachant qu'il y en a une qui est municipale, le bâtiment, et l'autre qui est interco, le loyer. Enfin, vous voyez, on a mis tout ça en place pour arriver à la création de cette école de musique interco. Le jour du conseil communautaire, la DGS de la Comcom m'avertit et me dit il y a une des communes qui, à mon avis, va nous faire faux bon. D'accord? Voilà. Alors que je ne comprenais pas parce que vraiment tout le travail avait été fait. Et simplement, cette commune demandait 1 an de réflexion complémentaire. Ben, je dis ce sera sans moi. Alors j'ai ouvert les hostilités de cette façon-là. Je dis bon voilà, maintenant on va être tous appelés à appuyer sur un bouton, ok, pour déclencher le concept de l'école de musique interco. Je vais vous expliquer tous les éléments. Par contre, je sais d'ores et déjà qu'une commune d'entre vous, qui n'était pas la plus petite, hein, enfin, ce n'était pas Valette, bien évidemment, mais c'en était une autre, une des communes, se pose la question de savoir s'il faut y aller aujourd'hui ou pas. Vous êtes en droit de le faire. Et moi, je vais être clair avec vous. Je n'ai pas de temps à perdre. Si on n'appuie pas aujourd'hui sur le bouton, l'école de musique se créera probablement un jour, mais ce sera sans moi. D'ores et déjà, je ne continuerai pas. J'ai fait le tour je ne peux rien amener de plus. On y va ce soir ou pas du tout. Et le vote, il est passé à l'unanimité. Voilà. C'est brutal, mais il y a eu un travail de fond qui a été fait, il y a eu beaucoup d'engagement, mais il y a vraiment, enfin, c'est la volonté qu'on doit mettre en place. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Enfin, moi, ça fonctionne. J'en profite du coup. Les tours de force. J'en profite du coup puisqu'on a évoqué par cet exemple le sujet de l'enseignement artistique. Il y a quelques questions sur la question de l'enseignement artistique. Je vais les lire et puis vous prenez ce que vous pouvez. Du coup, la première, c'est avez-vous la même ambition pour l'enseignement de la danse, du théâtre et du cirque? La deuxième, c'est avez-vous mis en œuvre une tarification liée aux revenus d'ensemble? Je ne sais pas ce que veut dire revenu d'ensemble, mais j'imagine que certaines personnes comprennent. Et puis, parce qu'on sait que l'enseignement artistique, la pratique amateur est fortement liée aussi au droit culturel des personnes. Est-ce que la notion de droit culturel fait partie des débats chez vous sur les valeurs communes? Voilà, trois questions déjà sur un package un peu, une entrée enseignement artistique peut-être. Alors d'abord, sur les valeurs, l'objectif, c'est de faire de la culture pour tous. Voilà.
Alors, tout ça, c'est un vœu pieux. Mais vous voyez, par exemple, au niveau de l'école de musique, il faut savoir que le budget de l'école de musique, ce sont des budgets très conséquents. Là, par exemple, sur les exercices 2023, parce que là, je suis dans les orientations budgétaires actuellement, on est sur un budget de notre école de musique interco avec les 817 élèves, avec les actions qu'on développe à côté, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'IMS, il y a ce qu'on appelle l'intervention dans le milieu scolaire de nos profs. C'est nos profs qui vont intervenir sur 10 collectivités sur les 11 et non plus la musique et danse de Loire-Atlantique. Donc voilà, c'est nos profs d'école de musique qui interviennent dans les écoles. On a également des partenariats avec des associations. Tout ça, on est sur un budget globalement de 1 million 100. Le déficit aujourd'hui de l'école va tourner aux alentours de 700 000 euros. Il faut l'assumer. Donc, pourquoi? Parce qu'on est aussi sur la volonté, par exemple, de travailler sur le quotient familial. On est dans ce dispositif. Maintenant, le développement des autres arts. Alors, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Sauf que, je vous l'ai dit en aparté au départ, on est très cartésien dans le système. Aujourd'hui, on a pris ce qui était simple. Mais dans chaque collectivité, de la danse est pratiquée. Mais au sein même au sein même de la commune, pas au niveau interco. Par contre, au niveau de l'interco, on va travailler sur des fusions, des rencontres. Vous prenez le théâtre amateur. Nous avons 11 collectivités. On doit avoir approximativement 7 troupes de théâtre amateur qui fonctionnent indépendamment dans chaque commune. Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas la Comcom qui remplace le travail des communes. Bien au contraire, elle vient en complément. C'est un partenariat. Et c'est là-dessus qu'on est. Donc, demain, il est peut-être qu'on va organiser le week-end de rencontre des troupes amateurs de théâtre. La danse est importante. Les arts plastiques sont importants. Tout ça, ça fait partie des choses. Et vous avez cité le cirque. On est en réflexion de se dire, est-ce qu'on n'a pas les moyens de créer une école du cirque, qui est une thématique aujourd'hui de plus en plus développée. On n'en est pas là. Ce n'est pas prévu ni en 2023, ni en 2024, mais peut-être qu'en 2025, on se lancera sur cette prospective-là. Cartésien. Ok, merci. Sinon, on se brûle les On a bien retenu. Justement, sur l'entrée cartésienne, il y a toujours la dimension de l'évaluation peut-être du bilan qui passe, n'est-ce pas? Et je pense que ça fait partie de votre logiciel aussi. On a une question qui nous vient de Loire-Atlantique, de quelqu'un qui récemment arrive dans l'équipe de musique et danse Loire-Atlantique, Thibaut Wina, pardon, je crois que j'écorche votre nom, pardonnez-moi Thibaut. Sur la question du bilan, est-ce que le PCT, qui a fait l'objet d'un état des lieux, d'un diagnostic, vous l'avez dit tout à l'heure au démarrage avant de le lancer, est-ce qu'il y a une dynamique de bilan de ce PCT? Comment ça s'organise? Quels sont les indicateurs? Par qui? Voilà, le bilan du PCT au bout de 3 ans, par exemple. Si vous voulez, dans le cadre du PCT, on a une 4e année qui nous permet de faire le bilan avant de re-signer un nouveau contrat. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on fait le bilan. Moi, je sais que si je parle, alors on peut parler financier, mais au-delà de ça, l'aspect financier est important. Moi, dans le cadre, par exemple, alors si je prends les chiffres, je vais vous donner quelques chiffres. Dans le cadre du projet culturel de territoire, ok, notre bilan financier pour l'exercice 2022-2023, donc à partir du mois de septembre 2022, on est sur la base d'actions qui vont porter aux alentours de 423 000 euros au total. Le PCT seul. Sur ce dispositif, il restera à la charge de la Comcom environ 174 000 euros. Le reste, c'est dispatché sur des subventions départementales, régions, DRAC, d'autres communes. Pourquoi? Parce que dans notre projet culturel de territoire, on a un dossier hyper important qu'on appelle, qui est un festival qui existe maintenant depuis 19 ans et qui a été créé à Valette. Donc voilà, j'en ai un petit peu la responsabilité depuis très longtemps, puisque j'en suis un peu le papa. Ça s'appelle le 7 parties. C'est quoi le 7 parties? C'était de permettre aux enfants du territoire, de tout le vignoble nantais, donc de 28 communes, de pouvoir accéder au spectacle vivant en bloquant pendant 15 jours la salle du Champignon-Barque et la salle municipale de Valette. Et on organise pendant 15 jours, avec des cars, les visites. Ce sont les écoles qui viennent. Et c'est 5500 enfants qui, pendant 15 jours, sont accueillis tous les ans à ce moment-là. Donc,
comme là, quand je vous parle de subventions, c'est pour ça que les villes partenaires participent financièrement effectivement à la place de l'enfant au coût de l'opération. Donc il y a effectivement plusieurs interventions par rapport à ça. Mais c'est une Ok, très débauche bien. d'énergie et ça, voilà, ça se fait pas comme ça, mais c'est passionnant. C'est bien. Ok, merci. Je vous repose deux petites questions, puis après je vous Oui. interrogerai sur des cas d'école un peu plus spécifiques. Deux petites questions. La compétence culture, c'est Bernard qui nous la pose. La compétence culture est-elle prise officiellement par la Comcom? Première question. Et l'autre question, c'est quelle est la méthode de collaboration avec les associations? Est-ce qu'elles participent aux orientations du PCT, aux priorisations culturelles de la Comcom? Alors, je répète le même mot, hein, on est dans un système très cartésien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail auprès des associations va se mettre en place maintenant. On s'est polarisé au début sur les grosses structures, que ce soit le réseau des bibliothèques, que ce soit la création du pôle, entre guillemets, du service culturel à la Comcom qui n'existait pas, la création de l'école de musique interco. Voilà ce qu'on a fait au début. Après, du PCT, bien évidemment, avec des fiches actions, choses comme ça. Maintenant, le travail auprès des associations va se faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va prendre notre bâton de pèlerin en leur expliquant, voilà, vous pouvez être reconnu dans le cadre du projet culturel de territoire si vous rentrez dans des normes ou dans certains critères. Et c'est là que la personne qui est le responsable au niveau de nos services du projet culturel du territoire a un rôle hyper important parce que c'est à la fois un conseiller technique, mais également un représentant de commerce qui fait la navette entre le territoire de la Comcom, le département, la DRAC, parce que ce n'est pas faut bien comprendre que le projet culturel de territoire tel que nous on le conçoit, ce n'est pas je viens avec des fiches actions, j'amène la valise, choisissez messieurs. Qu'est-ce que vous subventionnez? Non, c'est pas ça. C'est au contraire. On a la chance d'avoir, je ne sais pas si Didier est là, parce qu'il aurait peut-être pu dire un petit mot, mais Didier Cervelot, par exemple, on travaille en partenariat. C'est-à-dire que le garçon qui, pour nous représente au niveau du PCT, fait des navettes, le contacte régulièrement, discute avec lui en disant, Didier, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Comment on peut les aider à avoir une petite aide qui peut être, somme toute, même si elle est modeste, importante pour eux, parce que c'est une reconnaissance départementale d'une activité associative. Donc aujourd'hui, dans la deuxième phase actuelle, là, puisque je vous dis le PCT pour nous, il n'a que 3 ans, c'est vraiment une orientation très importante qu'on va mettre en place. Comment on peut soutenir les associations et surtout les faire évoluer. On n'est pas une banque. C'est ça qui est important. On est dans un dispositif de les aider à appréhender leur travail d'une façon différente. Alors, vous allez me dire, les bénévoles, aujourd'hui, c'est comme partout, changent, fatiguent. Ils sont submergés par de demandes et il y a de plus en plus de yaka faucons, il y a de moins en moins de vrais bénévoles. Le problème, ce n'est pas les lâcher en leur mettant des pressions, c'est au contraire, et c'est le rôle du responsable du PCT, de les accompagner. Il est là pour les aider techniquement, en disant, pensez à faire ça. Tiens, par exemple, une troupe de théâtre qui veut faire une représentation, comment vous pouvez peut-être faire une petite séance pour l'IME, l'Institut médico-éducatif, un petit groupe de jeunes qui sont en difficulté, certains CCAS ou des choses comme ça. Mais lui, par contre, son rôle, c'est aussi d'être le facilitateur pour les aider à rentrer là-dedans. C'est pas leur dire, ben là, vous ne serez pas subventionné parce que vous n'avez pas fait ça. C'est pas le but. C'est travaillons là-dessus, essayons de réfléchir comment on peut amener un nouveau public vers vous et qu'est-ce que l'on peut faire. Vous voyez, c'est un vrai rôle de technicien accompagnateur à leur service. Oui, c'est très clair. Merci, Monsieur Marchais.
du coup, je vais peut-être inverser un petit peu le déroulé de mes questions et m'adapter du coup aux propos et aux questions qui montent, puisque ça monte beaucoup sur la question du rôle et de l'accompagnement du département de Loire-Atlantique, hein. Vous le citez depuis tout à l'heure assez régulièrement. On nous demande souvent quelle est la nature précise de cet accompagnement, quelle est la nature des contrats que vous pouvez avoir avec le département, si on peut appeler ça comme ça, et comment sont-ils conçus. Moi, ce que vous avez fait remonter depuis tout à l'heure, c'est que on voit bien, il y a, et vous allez nous l'expliquer, il y a une partie de financement qui a aidé à structurer les postes de l'actuel service culture de la Comcom. Et il y a aussi une approche qui est venue soutenir des actions pour un volume financier que vous avez peut-être précisé sur une entrée liée à la médiation en direction des publics, des personnes liées aux compétences obligatoires du département, si je le traduis dans mon logiciel à moi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, je vous le dis, Didier Cervello n'a pas pu se connecter, je viens de vérifier, donc il n'est pas avec nous. Donc, vous pouvez toute l'habitude d'exposer tout ça. Le PCT, les relations qu'on a avec le PCT. D'abord, le PCT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est signé pour 3 ans. D'accord? Donc, je rappelle que le département ne doit pas être perçu, alors Didier serait content s'il m'entendait dire ça, mais bon, il n'est pas perçu comme une banque. Et nous, on ne le perçoit pas comme une banque. Par contre, ils sont facilitateurs sur certains sujets. Je prends un exemple. Nous avons créé un service culturel. Pendant 3 ans, et avec un montant progressivement dégressif, le département nous a accompagnés financièrement à prendre en charge les postes. Les 3 postes principaux qu'on a évoqués, le poste de directrice du réseau bibliothèque, le poste du PCT et le poste de la responsable générale du service culturel, ont été soutenus financièrement par le département d'une façon progressive sur 3 ans. On arrive à la dernière année pour un des postes, les autres c'est terminé. Aujourd'hui, ces postes sont complètement à la charge pour l'exercice à venir, en 2023, seront complètement à la charge du territoire. C'est un accompagnement technique au début. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des fiches actions avec le département. Et c'est là que, c'est là que ce soit un projet communal ou intercommunal ou éventuellement associatif, le rôle du responsable du PCT qu'on a sur notre territoire, il est de porter le dossier et d'emmener les fiches actions auprès du département. Le principe de base, il est suivant. Chaque année, le département peut nous accompagner à hauteur maximum de 150 000 euros. D'accord? Mais avec, entre guillemets, par action, une valeur qui ne doit pas dépasser 25% du budget global. Je m'explique. Si on avait la possibilité, si toutes les fiches actions correspondaient parfaitement bien à l'attente des techniciens du département, on pourrait revendiquer 150 000 euros, ce qui veut dire que nos actions que l'on portera sur le territoire s'élèveront au maximum à 600 000 euros. Au maximum, au minimum, à 600 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'action n'est soutenue qu'à hauteur de 25%. Ça, c'est le point financier. Le point, par contre, en l'occurrence technique, il est surtout dans la volonté d'améliorer le concept. Le département, par ses orientations politiques, nous incite aussi à développer le avant ou le après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je l'ai expliqué tout à l'heure, prenons le cas par exemple du CEP Party. Le CEP Party, c'est une activité alors c'est 5000 enfants qui sont invités pendant 15 jours à venir au Champignon-Bar assister à des spectacles. Mais il y a avant des rencontres entre les artistes qui vont s'exprimer sur scène devant les enfants. Alors il y a plusieurs scènes et qui se déplacent dans les écoles pour présenter le dossier. Et c'est là-dessus que le département accompagne. Et sur ce budget, alors si je prends ce budget, le département de Loire-Atlantique nous accompagne à hauteur de 22 000 euros sur un budget global du CEP Party qui est proche des 167 000 euros. Vous voyez, sur le concept. Donc voilà où on en est rendu, quoi. Mais le département, oui, il est comment dirais-je, il doit être facilitateur et il oriente beaucoup notre appréhension, enfin notre façon de concevoir la culture de demain.
Ok, merci Monsieur Marchais. Du coup, on va avancer. J'ai vu les questions qui sont arrivées dans le chat, je les ai prises en compte et je reviendrai dessus un peu plus loin dans la séquence, sachant qu'il est déjà 13h30 et qu'il nous reste une demi-heure. Faire un petit focus sur deux cas d'école. Le premier, celui de cette fresque murale. Du coup, Oui. vous nous le disiez, l'intercommunalité porte des actions culturelles en direct. Est-ce que vous pourriez, d'une part, nous raconter ce projet de fresque murale qui a impliqué ces 11 communes de votre territoire, nous dire ce que vous en retenez et quelles sont les suites qui préfigurent, qui se pointent. Alors, d'abord, ce dossier fresque murale, le principe était le suivant. C'est que vous aviez sur une commune de notre territoire une association qui regroupait des professionnels de la fresque, du graphisme, mais des pros, pas des amateurs. Et ce qui a été proposé, toujours dans le cadre d'une diffusion culturelle sur l'ensemble du territoire, on a invité les 11 collectivités à nous proposer un mur, une surface propre de 30 mètres carrés. Et dans chaque collectivité. Et le principe, et c'est là que ça a été assez probant, toutes les collectivités ont joué le jeu. Et pourtant, dans nos pays ruraux, l'appréhension du graphe, du gros dessin un peu dégueulasse que l'on peut voir sur certains murs faisait peur. Sauf que là, on était accompagné par des professionnels. Ces professionnels ont travaillé de la façon suivante, ont fait là encore des ateliers avec des groupes. Une des collectivités avait proposé de travailler sur le thème du temps jadis de leur pays. Et on demandait aux professionnels du graphe une rencontre avec leur club de l'âge d'or, donc les anciens. Moi, au niveau de la ville de Valette, on a fait travailler le club des jeunes. Et donc, on a créé sur les 11 communes des fresques avec un parcours déambulatoire. C'est-à-dire qu'il y a un jeu communicatif qui, lorsqu'on veut rentrer dans le dispositif, permet de passer d'une commune à une autre et de pouvoir répondre à un questionnaire, de manière à forcer les gens à sortir et de passer d'une commune à l'autre. Je vous l'ai dit en aparté, nous, le souci qu'on avait, malheureusement, c'est que les communes ne se connaissaient pas. Pas du tout. Donc, en faisant ce dispositif-là, et en organisant une journée de découverte avec des cars où les gens ont visité, il y avait une troupe d'improvisation voilà, qui nous a fait un parcours déambulatoire sur l'ensemble des 11 collectivités pour découvrir ces fresques. On force les gens à sortir chez eux. Sortez chez vous, c'est notre slogan. Donc, de manière à ce qu'ils aillent voir ce qui se passe dans la commune d'à côté, qu'ils n'appréhendent pas, qu'ils ne connaissent pas. C'est tous ensemble sur un projet commun. Et je vous garantis que cette opération-là, au départ, j'avais un peu de doute, mais on s'est dit, mais comment ça va être perçu? Eh bien, il y a eu une adhésion de chaque pays dans ce domaine-là. Du plus petit au plus grand, on va dire, là, c'est bien. En plus, le type nous expliquait comment, et vous aviez des gens qui venaient le voir dessiner, parce que c'est le professionnel qui reproduisait le travail de l'atelier en fonction des thématiques. Et on a eu des thématiques totalement différentes. Totalement différentes. Des choses, voilà. Voilà comment ça s'est fait. Alors aujourd'hui, ça a été porté par notre département, par la commission culture, mais c'est transmis actuellement au département promotion de notre territoire qui doit aujourd'hui bonifier ça en incitant des gens extérieurs au territoire à venir voir nos fresques sur l'ensemble des communes. Vous voyez? Donc moi je m'en suis occupé sur l'aspect artistique et là j'ai transmis à mon collègue qui s'occupe du domaine promotionnel. J'ai dit, on l'a pas fait pour 15 jours le truc, hein. Faut que ça vive. Donc occupe-toi de le faire tourner et faire en sorte qu'on incite les gens à sortir chez eux, voilà, et que les autres, éventuellement, si d'autres de l'extérieur veulent venir voir les fresques des artistes professionnels, eh bien, pas de souci. Au contraire. Et du coup, ce projet de fresque, Monsieur Marchais, Oui. c'est un projet, c'est une question d'Estelle Charru du Budget Sud. Hein. C'est un projet Oui. qui est porté par la collectivité. C'est une initiative de la collectivité ou ça vient d'une demande du terrain? Non, c'était une initiative, effectivement de notre département, en l'occurrence PCT. Voilà. Et ensuite, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller voir chaque commune. Alors, chaque commune, pour votre information, au-delà d'avoir mis, en l'occurrence,
un mur à disposition de 30 mètres carrés. Chaque commune, par contre, avait aussi un travail de fond à fournir, à réfléchir sur des ateliers, à une thématique choisie dans le pays, mais également, il y a une petite participation financière qui coûte environ 1 000 € par commune. Plus pour les plus grosses communes, mais c'était ça. Mais il y avait un engagement et ça fonctionnait partout. Et c'était assez amusant parce que, je vous dis, des thématiques différentes, mais il y a eu une impression de travailler collectivement sur un projet. Alors, ça a été des anciens vestiaires de foot qui ont été grimés, ça a été une salle de sport, ça a été un mur, un mur d'entrée de ville, ça a été, vous savez, ce qu'on appelle les fameuses, enfin les anciennes, attendez, j'ai plus le terme technique, mais le gros compteur EDF, enfin, vous voyez, enfin, tout ça, chaque commune a proposé quelque chose et qui a répondu, et sur lesquels des artistes professionnels, qui étaient nombreux, hein, c'était au nombre de 10, ont pris chacun leur dossier, puis on fait cet accompagnement, atelier, travail avec des gens locaux, de manière à ce que les gens s'approprient. On n'est pas là pour faire un dessin, non. Il y a eu un travail collectif avec la ville, l'artiste, qui ensuite, lui, devait retransmettre. Ça, c'est un exemple d'événement qu'on doit développer. Voilà. Oui, et ben, on le voit à quel point ça a permis du coup de se connaître, de se découvrir, de s'appréhender entre communes. C'est ce que vous me disiez quand on a préparé cet entretien et que du coup, un projet commun, ça permet aussi de soutenir la circulation des publics. C'est le fameux sortez chez vous. J'aime bien ce concept personnellement. Après, ça fait quoi une question de Régis Castin, du coup, sur la question du lieu de diffusion, des lieux de diffusion. Vous avez, du coup, vous, en tant qu'élu de la ville-centre, si j'ai bien compris, quand même, la grosse salle de spectacle de l'Interco qui peut faire des jaloux, n'est-ce pas? Enfin, vous, alors, à l'inverse, voilà, voir des enjeux de charge de centralité qui verraient être un peu pesantes pour l'ensemble des communes. Donc, la question qui se pose derrière ça, c'est donc le Champignon-Bar qui n'a pas été transféré à l'Interco. Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment ce lieu il vient dialoguer avec la politique culturelle de l'intercommunalité, avec le projet culturel de territoire? Alors, pour être très clair avec vous, le Champignon-Bar a vu dernièrement s'adosser à lui, il y a à peu près un an, l'école de musique, qui était un projet municipal. Cette école de musique, aujourd'hui, est intégrée et donc fait partie des 2 pôles qu'on appelle donc l'école de musique Interco. D'accord? Le bâtiment qui existe à la Dival-sur-Loire, au nord de notre Comcom, est Interco. Le bâtiment que vous avez à Valette est et restera Valtais. On procède à une location. On loue le bâtiment charge comprise. C'est un bâtiment de 611 mètres carrés. On loue le bâtiment 44 000 € charge comprise par an. Donc, c'est-à-dire que la Comcom sait qu'elle a cette charge de participation qui rentre dans le budget de l'école de musique. L'autre bâtiment qu'on a de l'autre côté, par contre, c'est un bâtiment qui est à la charge intégrale de la Comcom, et dès qu'il y a des travaux, c'est la Comcom qui les porte. Si on a des travaux à faire demain d'amélioration ou de choses comme ça sur le bâtiment de la ville de Valette, c'est la ville de Valette qui prend la charge financière. Et qui, par contre, a ce loyer de 44 000 € qui lui tombe, en l'occurrence, tous les ans. Au niveau de la salle du Champignon-Bar, la salle du Champignon-Bar est une salle municipale. Elle le restera aujourd'hui et certainement encore pour longtemps. Pourquoi? Parce que dans la projection, si vous voulez, culturelle, aujourd'hui, cette salle a un rayonnement interco, très, très clairement, même au-delà. On a une programmation de 25 dates à peu près, qui est assez éclectique. Ça va, des artistes connus, bien évidemment. On a une capacité d'accueil qui va jusqu'à 2200 personnes. On a une scène qui doit faire 250-300 mètres carrés à peu près. On a du matériel. Tout ça, c'est municipal. Donc, la Comcom ne paye rien là-dessus. La programmation culturelle de cette salle, c'est une programmation municipale. Aujourd'hui, si vous voulez, ce serait d'abord très prématuré de ma part d'imaginer, et ce n'est pas mon souhait en plus perso, de transférer cette activité culturelle à la Comcom, parce que prenez bien en mesure qu'aujourd'hui, en l'espace depuis 2017, où on a commencé effectivement l'élaboration d'une fusion et de travailler sur le plan culturel,
j'ai contribué avec la commission, ça peut paraître prétentieux, mais voilà, on est quand même aux manettes. On est aujourd'hui sur un budget de déficit à la charge de la Comcom de différents leviers. On frôle le 1 500 000 € par an. Le déficit de l'école de musique, c'est 760 000 € par an. Le déficit du réseau des bibliothèques, c'est 538 000 € par an. Et le déficit du PCT, c'est 174 000 €. Donc aujourd'hui, venir avec mes gros sabots en disant la Comcom va prendre en charge la salle municipale de Valette pour faire la programmation culturelle qui est interco, là, on va frôler les 2,5 millions d'euros au total. Ce qui, pour moi, n'est pas possible et ne sera pas accepté. Si vous voulez, moi, j'ai l'avantage peut-être d'avoir cette expérience culturelle de par la collectivité d'où je viens, mais aussi l'inconvénient aujourd'hui de la guerre des clochers qui existe tout le temps. Et que, ne serait-ce que pour l'école de musique, pour être très clair avec vous, l'école de musique, lorsque le bâtiment que nous avions programmé faire au niveau de la ville, en tant qu'école municipale, on a développé vers l'Interco, certains m'ont dit, bah, excusez-moi l'expression, tu t'emmerdes pas, tu vas te faire financer ta salle, ton bâtiment, par la Comcom. Voilà, vous voyez, donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a encore la guerre des clochers, il y a ces concurrences qui existent, il ne faut pas se leurrer, voilà, c'est comme ça. Donc, en plus, moi, tant que je serai maire, je n'ai pas volonté de faire transférer l'activité culturelle du Champy-Lambart à la Comcom. C'est une activité municipale qui l'a tout le temps été depuis 25 ans et qui le restera. En plus, c'est compliqué parce que vous pouvez avoir la partie culturelle, fonctionnement, mais où ça commence, où ça finit, quoi. Où ça commence, où ça finit. Il y avait une question, du coup, j'en profite, vu qu'on est sur la question de l'intercommunalisation des établissements et des structures culturelles. Il y a M. Castin qui souhaitait revenir sur comment vous y êtes pris pour créer cette école de musique intercommunale à partir des 2 associations et des écoles municipales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Oui, très simplement. En 2017, si vous voulez, vous aviez 2 écoles de musique associatives et une école de musique, en l'occurrence, municipale. Bon. Donc déjà, là, il y avait une problématique importante, c'était sur les ressources humaines. Nous avions des professeurs qui n'avaient pas le même statut. Ensuite, on s'est rendu compte aussi qu'on a des difficultés aujourd'hui pour trouver certains professeurs. Créer des classes, c'est bien. Maintenant, trouver le professeur qui veut bien venir pour faire 1h30 par semaine, ça devient de plus en plus compliqué. 2, nous avons aussi bénéficié, le fait que Valette veuille faire une école de musique qui était destinée en termes de bâtiment, un nouveau bâtiment avec un auditorium, avec voilà, un bâtiment spécifique musique, a aussi contribué à se dire, bah, écoutez, sur notre territoire, on arrête 2 pôles et d'arrêter les mises à disposition de salles qui ne sont pas en adéquation avec l'enseignement musical, ou la sonorité, ou l'adéquation, la mise à disposition du matériel devient compliquée. Donc, on s'est dit, si on avait ces 2 pôles, comment on peut regrouper dans ces 2 pôles l'ensemble de l'activité musicale enseignement? Donc, l'enseignement musical se passe uniquement sur ces 2 pôles. Il n'y a plus de classe ou de salles mises à disposition ailleurs. Donc, les instruments sont tous été réintégrés dans ces 2 pôles. Donc, en termes de gestion, pour nous, c'est plus facile. Les 2 outils sont de qualité, qui nous permet, attention, de qualité, par rapport à ce qu'on avait nous à Valette auparavant, aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ce sont des salles qui, acoustiquement parlant, font une étanchéité, qui sont reliées les unes avec les autres par le système informatique permettant dans un studio d'enregistrement de pouvoir, par exemple, enregistrer dans une des pièces le piano, dans une autre pièce le violon, dans une autre pièce l'harpe, voilà, et que tout ça arrive dans le studio d'enregistrement et puis pouvoir faire des mixages. Tout ça, ça existe, voyez. Donc, on est rentré dans ce système. Après, on s'est mis aussi à la place des profs. Alors, les profs, vous l'avez vu, c'est la structure ressources humaines. On s'est mis à la place aussi des enseignements. On avait des tarifs qui n'étaient pas les mêmes. On avait d'un côté une grille, par exemple, du quotient familial qui était de 13
unités et qui, de l'autre côté, était de 5 unités. Les tarifs n'étaient pas… Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça fusionnant fait qu'on a harmonisé le tout. D'où très vite l'idée de dire pourquoi on ne ferait pas une école interco avec une seule tarification par rapport à une grille de quotient familial qui fonctionne. Voilà. Ensuite, on a consulté également les parents pour savoir si le déplacement, parce que vous prenez le pôle de Valette et la commune qui est la plus loin, on est à 6 km. Est-ce que le déplacement était préjudiciable, gênant? Très vite, les gens ont dit non, parce que la qualité d'enseignement en termes de locaux et de ce qui était mis en place amenait, entre guillemets, cette discipline. Le déplacement aujourd'hui, malgré le coût de la vie et malgré le coût énergétique, ça n'a pas du tout été un frein, bien au contraire. C'est ça qui est paradoxal. Ensuite, le fait que les deux entités soient sur deux villes plus importantes fait que les collèges sont là, les écoles sont là. Donc déjà, on a des déplacements scolaires plus faciles. Toutes les communes environnantes qui ont un enfant, par exemple, qui est au niveau du collège, le gamin, il vient en car le matin, mais le soir, c'est son père qui vient le rechercher, qu'il prend en rentrant du travail. Parce que, vous voyez, il vient directement du collège à son enseignement musical, il est récupéré. Par contre, chose hyper importante qu'on a mis en place, et ça, je prends le cas de Valette, mais ça, monsieur le vice-président, je ne peux que vous inciter à faire ça, c'est qu'on a… L'une des questions que nous ont posées les parents, c'est « Oui, mais si l'école de musique, le professeur est absent, où iront nos enfants? Où les enfants iront pour être accueillis ?» Eh bien, nous, au niveau de Valette, on a développé le concept du tiers-lieu. Et c'est dans le cadre du tiers-lieu où les enfants sont reçus. Et aujourd'hui, ce qui est assez amusant, c'est que le tiers-lieu est à la fois un lieu de ressources pour l'ensemble des habitants, mais vous avez des parents qui emmènent leur enfant à l'enseignement musical, qui va durer une demi-heure ou 35 minutes, mais qui ne repartent pas chez eux, qui vont prendre un café au tiers-lieu ou qui vont prendre un chocolat. Ils attendent, ils vont prendre le journal, prendre l'ordinateur, travailler comme ça, le temps que le gamin… Vous voyez, il n'y a pas autant d'allers-retours qu'on peut imaginer. Et puis, c'est mis en place à travers ce tiers-lieu une fusion, une rencontre entre parents qui se sont rendus compte, parce que des gens qui étaient presque voisins, là encore, sortez chez vous, on se rend compte que les gens ne se parlent pas. Et se disent, ton enfant, il fait de la musique à Valette? Moi aussi, mettez les créneaux, écoute, on pourrait peut-être s'arranger. Et on voit des gens aujourd'hui s'organiser, ce qui n'était pas le cas auparavant. Parce qu'ils se loupaient à 5 minutes. Ils disent, attends, dans ces cas-là, moi je te ramène ton fils, puis la fois suivante c'est toi, puis ainsi de suite. Vous voyez, c'est voilà. Et ça s'est fait tout à fait naturellement. Par contre, il y a un gros travail de préparation, un gros travail de fusion, il y a un gros travail aussi financier, parce que la première étape qu'on a voulu faire, c'est qu'on pensait que l'école de musique pouvait être gérée par l'association qui existait. Sauf que très vite, cette association a baissé pavillon. Le budget a commencé à leur faire peur. Le potentiel d'élèves qui va frôler à l'avenir les 900 élèves fait peur. L'implication auprès des établissements scolaires qui aujourd'hui vont l'implication du nombre d'enfants impactés par l'intervention de nos professeurs d'école de musique en milieu scolaire, c'est quasiment 3500 élèves qui chaque année sont impactés. En plus, il y a la relation avec les associations qui par convention utilisent les outils de l'école de musique, par convention, de manière à pouvoir avoir effectivement ce dispositif. Donc tout ça a fait que l'un dans l'autre, mais c'est 1 an et demi de travail par rapport à ça. Et ça fonctionne. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que je ne connais pas une commune qui le regrette. À l'inverse, par contre, chose primordiale, et ça fait partie du cahier des charges qu'on a demandé au directeur, aux deux personnes, parce qu'on a 2 co-directeurs, puisqu'on a 2 sites de l'école de musique, on a 2 co-responsables de la partie musicale. On leur a demandé que les auditions de l'école de musique, le rendu auprès des parents, puissent se faire dans toutes les collectivités de notre territoire, de manière à ce que chaque commune puisse avoir par an un événement, 2 événements musicaux ou par exemple la classe violon. Tout ne doit pas être polarisé sur nos 2 pôles. Nous, nos 2 pôles, c'est avant tout l'enseignement. Par contre, la diffusion,
pour certaines communes de 1000 habitants, recevoir une audition de l'école de musique avec 200 élèves qui viennent pour présenter aux parents ce qu'ils font dans une salle, ça fait partie du travail sur lequel on doit. Il faut qu'on diffuse large, qu'on ne doit pas se polariser sur ce que l'on fait nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais sur le principe, mais c'est du temps à passer. Alors, point important qu'il faut prendre en considération, financièrement, l'école de musique, là aujourd'hui, nous a coûté approximativement entre 180 000 et 200 000 euros de plus le fait qu'elle soit passée interco. Pourquoi? Parce que le département avant subventionnait les deux établissements, l'association et l'école de musique de Valette. Aujourd'hui, ce n'est qu'une entité, donc la subvention a été légèrement diminuée, pas de beaucoup. Mais surtout, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le statut des professeurs. C'est-à-dire que le professeur de l'école de musique, quand il est associatif, il peut pratiquer jusqu'à 24 heures d'enseignement musical par semaine. Quand il est d'enseignement total, d'enseignement présentiel, quand il est dans la fonction publique, le delta de 24 passe à 20 et non pas 24. Donc automatiquement, on a eu un coût horaire qui a augmenté. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en considération, c'est ce qui est fait ce déficit. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir, vous qui êtes en grande responsabilité, que l'indice, le point d'indice a augmenté, donc automatiquement, c'est une influence sur eux. Aujourd'hui, les professeurs de l'école de musique sont comme les agents de la Comcom, ont du RIFSEP, ont le point d'indice qui a augmenté, ont certaines choses qui ont une incidence sur leur rémunération. Voilà. Mais ça donne par contre une certaine sécurité et surtout ça donne une visibilité parce que les professeurs aujourd'hui, par exemple le professeur de violon qui donnait des cours sur notre pôle Loire, on a le pôle Loire et le pôle Sèvres, voilà, il y a deux pôles, peut-être peut avoir un complément d'horaire de l'autre côté. Par contre, il se déplace à sa charge. Vous voyez, mais il fait partie de la même école. Que ce soit le pôle Loire ou le pôle Sèvres, c'est une école, c'est un établissement. Voilà. Monsieur Marchais, du coup, on va se diriger tout droit vers la fin de ce webinaire. Je vais vous poser une dernière question avant de rendre la parole à Monsieur Castin. On a eu deux questions qui sont montées dans le chat qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de traiter vu le temps qui nous reste, mais la question de l'implication des associations dans la façon de relever les besoins du territoire, dans l'implication, dans l'écriture du projet culturel du territoire d'un côté, et une autre question, c'est la question de la divergence de sensibilité entre collectivités. Est-ce un frein à la création d'une dynamique de projet culturel du territoire ou pas, ou est-ce que les gens travaillent dans une logique d'intérêt général? Donc, il y avait ces deux questions, on ne va pas les prendre comme ça, mais peut-être que vous allez pouvoir y répondre grâce à celle que je vais formuler maintenant. Donc, à vous entendre depuis tout à l'heure, on voit que la structuration du projet culturel du territoire, ça a ouvert de nombreuses perspectives. Pour conclure, finalement, de façon synthétique, quels seraient pour vous les principaux bénéfices à ce stade que vous retenez? À quel coup dur vous avez dû faire face finalement? Est-ce que la question de la divergence politique parfois peut être un frein? Je la replace ici. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution pour l'avenir? Et là, on peut replacer ici, du coup, l'implication des acteurs associatifs, si c'est le cas. Alors, perspective d'évolution, il y en a plein. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le VP a son rôle, mais la commission a son rôle également. Le VP, par contre, il doit porter la politique entre guillemets qui émane quand même de la commission et de tous les séminaires qu'on peut mettre. Là, on va être dans la phase de la signature d'un deuxième contrat, probablement avec le département, pour le projet culturel du territoire. On va refaire un séminaire. On va refaire un séminaire pour faire le point de ce qu'on a fait, avoir une critique tout à fait objective. Mais là, à l'inverse de la première fois, on va faire un séminaire en l'ouvrant d'une façon plus large aux départements, aux associations. Pourquoi? Parce que on s'est principalement canalisé sur le premier PCT sur des structures reconnues comme telles, mais d'intérêt un petit peu administratif. Le réseau des bibliothèques, qui est porté par la Comcom, l'école de musique, des choses comme ça. Par contre, le deuxième projet culturel de territoire, il va être axé sur l'aide, le développement des structures associatives locales. Comment
celles-ci peuvent être reconnues d'intérêt interco sur telle ou telle mission. Que doivent-elles faire pour avoir ce label interco projet culturel de territoire pour être soutenues? Mais tout ça dans une recherche, on n'est pas une banque, on est dans une recherche de qualitatif. Voilà un petit peu le principe. Donc c'est toujours par étapes. Alors demain, oui, il va y avoir un nouveau séminaire qui va être fait. D'ailleurs, pour tout être très clair avec vous, on l'a déjà budgétisé sur l'exercice 2023, ce qui va nous permettre de faire le bilan et savoir demain où est-ce qu'on va. Comment on bonifie l'école de musique? Qu'est-ce qui ne va pas à l'école de musique? Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Où est-ce qu'on pourrait trouver une orientation? Parce qu'il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. On s'est planté sur des choses, probablement. Probablement. Et il faut partir là-dessus, parce qu'il faut se remettre en question en permanence. Et puis, peut-être, là, prendre l'école de musique. Vous savez, moi, ce qui m'amuserait là, actuellement, c'est de créer un orchestre intercommunal. Aujourd'hui, vous avez différentes associations, mais créer un orchestre intercommunal émanant de l'école de musique, mais en recherchant un certain niveau. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut avoir une école de cirque, un développement des arts et peut-être, par exemple, alors le théâtre avec peut-être les week-ends de rencontres, mais le tout, faut pas se dire tous les ans on fait. Non, peut-être, par exemple, si on fait les rencontres du théâtre amateur tous les 2 ans ou tous les 3 ans, faut que ça se mérite. Dans le sens où il ne faut pas habituer les gens à une redondance qui, à un moment, va épuiser à la fois les élus, les porteurs de projets. Non, non, il faut arriver à faire des choses qui nous amènent vers un concept un petit peu différent. Je prends un exemple, mais qui est propre à la ville de Valette. On a créé un truc un jour qu'on fait maintenant tous les 5 ans. Et les gens attendent. Ça s'appelle le Champy-Lambardement. Je vous explique ce que c'est, rapidement. C'est-à-dire qu'on a voulu un jour fêter les 5 ans du bâtiment. Le bâtiment, il a 25 ans. 5 ans du bâtiment. Ma directrice, elle me dit, Jérôme, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement avoir un gros gâteau, faire un gros truc? Je dis non, franchement, ça me fait chier. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Hein. Ok, boum. Je lui dis non, c'est nul. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une journée où les gens étaient persuadés de venir au Champy-Lambard pour assister aux 5 ans du bâtiment, sauf quand ils sont arrivés, on avait aligné 18 cars. 18 cars étaient alignés. Et les gens ont été dispatchés dans les 18 cars. Ils sont partis dans 6 directions différentes. Et dans chaque lieu insolite, alors ça peut être une cave, une clairière de bois, une bord de rivière, il y avait un spectacle qui était proposé. Ils remontaient, après avoir une dégustation de muscadet, parce qu'on était dans le pays du muscadet, ils allaient dans un deuxième lieu, et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à ce que, quand ils avaient fait les 2 lieux, ensuite tout le monde revenait au point de départ. Mais il faut surprendre les gens. Sinon, autrement, il ne faut pas faire de copie. Il ne faut pas faire de copie, mais il faut trouver des trucs. Voilà. Et toujours se remettre en question. Moi, dernièrement, on m'a interviewé au niveau du PCT, on m'a demandé de prendre la parole au niveau du département pour dire, parce qu'on m'a demandé quelles étaient les choses que j'étais le plus fier. J'en ai pas. Il y a eu du boulot de fait par la commission, par tout le train. J'en ai pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que je fais demain. Si je suis là pour me gargariser, me regarder de nombril en disant putain, les élus, on est bons. Non, là, je m'emmerde et moi, j'arrête. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que dans 20 ans, ce qu'on a fait là est aussi pertinent ou où est-ce qu'on veut aller? Ce qu'on fait dans le passé, on l'a fait. Là, aujourd'hui, on bonifie. Voilà. Mais il faut y aller. Il faut regarder devant. Parce que le plus beau projet, c'est celui qui vient. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Marché, pour l'enthousiasme et la conviction que vous portez. Je pense que là, vous nous avez tous galvanisés pour la suite. Écoutez, ne vous déconnectez pas suite au webinaire, on reste 5 minutes ensemble si vous avez le temps, monsieur Marché. Et sans plus attendre, je vais me tourner vers Régis Castin. Régis, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc, je voulais remercier vraiment monsieur Jérôme Marchais pour son intervention très volontariste et vraiment très riche dans son témoignage. Alors, moi, j'ai retenu quand même quelques points forts dans l'intervention de mon collègue. Donc, effectivement, chaque territoire a son histoire et ça, c'est très important. On voit que le territoire de monsieur Marchais est complètement différent du nôtre et c'est vrai que chaque territoire doit se gérer différemment. Nous, on a 43 communes.
sur 34 000 habitants. Donc, on voit qu'on est sur des réseaux et des bassins de vie qui sont vraiment différents à gérer en termes de déplacement, en termes de rayonnement. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Une chose extrêmement positive, parce qu'on voit que le levier culturel, par les propos de Monsieur Marchais, peut donner une autre image à l'interco qui, comme vous l'avez dit, chers collègues, a souvent une mauvaise image où on fait que de l'eau, de l'assainissement, des projets voilà, qui coûtent de l'argent et qui ne sont pas forcément visibles et qui ne mettent pas du lien aussi entre nos citoyens. Et ça, c'est très important. Évidemment, l'expression que la communauté de communes n'est pas une banque, j'y adhère. Effectivement, vous avez trouvé peut-être les bons axes pour faire comprendre aux acteurs culturels comment les valoriser et comment les faire entrer dans votre politique. Ça me paraît très important. Vous avez expliqué également votre stratégie, vraiment la volonté de construire un service culturel en s'appuyant sur déjà les équipements que vous aviez sur votre territoire, à savoir les bibliothèques. Chez nous, elles sont vraiment prises en compte par le département. La création d'une école de musique intercommunale, ça peut être un axe très fort également. Et aussi, vous avez insisté là-dessus, sur la création d'un service PCT avec la présence d'un agent qui a multiples casquettes, parce que si j'arrive à faire la synthèse, c'est un animateur, un coordonnateur, un VRP et un accompagnateur. Enfin, moi, j'ai retenu à peu près tous ces thèmes-là, ça me paraît important, et ça peut déboucher sur des choses très simples comme l'agenda culturel. Je pense qu'on y pense tous aussi sur nos territoires. Sur la question des associations, vous avez procédé dans un premier temps avec les équipements vraiment institutionnels et vous vous dirigez maintenant plus vers les associations. C'est peut-être le chemin inverse qu'on va faire, je ne sais pas. On verra quand le Lucas et la communauté de communes et la ville de Belay auront fini leur travail, comment on agira en ce sens. Bien sûr, les participations financières des communes, ça c'est important. Il faut qu'aussi il y ait une adhésion. Nous, sur les 43 communes, il va falloir convaincre. C'est pas évident. 11, c'est plus facile peut-être. Quoique, on a toujours des gens qui peuvent être un petit peu réticents. Voilà, en tout cas, plein de bonnes pistes pour que nous, on avance dans cette direction de préfiguration d'un projet culturel de territoire. Voilà, vous nous avez donné vraiment un témoignage qui nous a fait part d'une volonté forte. Euh, Sachez que nous l'avons, mais après, c'est la mise en œuvre qui sera peut-être un petit peu plus compliquée en fonction de la configuration de notre territoire. Voilà. En tout cas, merci. Merci à tous les participants. Je vois certains de mes collègues qui sont là. J'ai eu beaucoup aussi de plaisir à lire toutes les questions, notamment certaines personnes de notre territoire. Et puis, voilà, on n'hésitera pas à revenir vers vous pour peut-être quelques questionnements si nécessaire. Est-ce que M. Hardy voulait peut-être conclure pour la suite de notre démarche? Oui, oui, très rapidement. Bah, écoutez, on a presque tenu notre contrat avec 3 minutes de retard. C'est important pour nous, pour le LUCAT, de tenir les horaires. Donc, le contrat est à peu près rempli. Merci à toutes et celles et ceux qui ont suivi ce webinaire. Merci à vous, Monsieur Marchais. Merci à vous, Monsieur Castin. Il y aura d'autres webinaires du LUCAT dans les semaines à venir, puisque nous accompagnons, en plus du budget sud, d'autres territoires qui, du coup, donneront l'occasion à d'autres webinaires. Restez connectés, comme on dit, sur le site de la Fédération et du LUCAT. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis du coup à très bientôt. Au revoir à tous et tous. Juste, si je peux me permettre, si vraiment vous avez des souhaits de questionnement complémentaires, n'hésitez en aucun cas à me recontacter. Vous avez mes coordonnées. Envoyez-moi un mail et puis je vous répondrai. Mais bon, je vous dis, j'ai pas la prétention de dire que ce qu'on fait est parfait. Non, le projet de demain est beaucoup plus beau que celui qu'on vient de faire. Belle conclusion. Merci. Voilà. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Très bien. Au revoir. Restez peut-être, Oui. Monsieur Marché, Oui, Monsieur Castin. sans problème. On va laisser Oui. du coup nos spectateurs se déconnecter et on reste ensemble juste après. Donc, on est ensemble avec Estelle Charru, du coup, qui est responsable notamment de la culture à la communauté de communes du budget Sud. Bon, comment ça s'est passé pour chacun et chacune d'entre vous? Bah, moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé le discours de mon collègue Jérôme Marchais.
Après, c'est comme je l'ai dit dans mes propos très rapides en synthèse, on a un territoire qui est vraiment différent. Alors, effectivement, il y a des choses dont on peut vraiment s'inspirer. Après, sur la mise en œuvre, il va falloir qu'on utilise certainement d'autres outils ou d'autres manières de concertation, notamment avec le monde associatif. Et puis, j'imaginais, et ça fait écho à ma question, créer une école intercommunale de musique chez nous. Donc, il y a des associations, comme vous le savez, Cédric. Il y a une école communale à Belay. On sait qu'il y a comment dire, des identités extrêmement fortes sur certaines écoles de musique. Donc, je ne sais pas si certaines personnes de ces écoles, qui en sont les parents, on va dire les papas, les mamans, seraient prêts à lâcher leur bébé. Je ne sais pas s'ils sont dans cette optique-là. Je ne sais pas si, Monsieur Marchais, vous avez eu un petit peu ce genre de problème dans la concertation que vous avez eue pour construire cette école de musique intercommunale. Automatiquement, on l'a parce que si vous voulez, nous, on a eu ce phénomène-là parce qu'il y avait deux associations, avec des gens qui sont toujours inquiets. Oui, ça va, comment ça va être géré? Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, tout à l'heure, par rapport à vos propos, on évoquait le milieu associatif et on évoquait, voilà. L'idée aussi d'avoir commencé par, entre guillemets, l'école de musique, ça nous a permis peut-être de montrer aussi une certaine pertinence dans l'organisation. Je ne dis pas la réussite, mais le travail qui a été fait et qui est mis en place pour l'école de musique traîne une image de sérieux au sein même de la com. Donc aujourd'hui, et là, c'est presque, c'est un forme de mode. Dire, bah oui, bah vous gérez l'école de musique, on a entendu parler et tout, et ça draine énormément de monde. Par contre, dans le milieu associatif, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a voulu faire entre guillemets, on a gardé contact avec l'association, mais l'association qui, elle, a baissé pavillon parce que le budget leur faisait trop peur, la pertinence d'une école de musique avec plus de 900 élèves les inquiétait. Tout ça fait que très vite, on devait faire logiquement un groupe de travail avec eux, on ne les voit plus. Ils ont, comme s'ils avaient tourné la page en disant bah, c'est bon, de toute façon, enfin voilà. Et c'est eux-mêmes qui ont arrêté parce que la pertinence d'une école interco leur faisait peur en termes de structure. Mhm. Mais c'est un coût. Effectivement, c'est Oui, un oui, coût. bien sûr. Bah, nous, actuellement, on vit plutôt une légère pression de la ville-centre qui voudrait, pour des raisons financières, que la communauté de communes prenne en charge cette école, mais on ne peut pas la prendre en l'état. C'est-à-dire qu'il y a tout un projet à réfléchir en amont. Alors, C'est pas une simple. chose que j'ai pas évoquée avec vous, c'est-à-dire que nous, les transferts de charges comme ça, par exemple, au niveau de la ville de Valette, on avait une école de musique municipale. On avait un déficit annuel d'environ 100 000 euros. Le fait de transférer le bébé à la Comcom, ce déficit, on ne l'a pas. On ne l'a plus. Mais on a fait une clep. Oui, Voilà. Et automatiquement, aujourd'hui, sur la clep, sur la ressource qu'on avait par rapport aux années 2000, quand on avait le financement entre guillemets, de tout ce qui touche le développement économique, eh bien, aujourd'hui, on a déduit de la somme qui nous revient une fois par an, bah, c'est 100 000 euros. Voilà. On a joué comme ça. C'est-à-dire que pour la collectivité, il ne faut surtout pas percevoir l'idée, hop, je transmets, voilà, et non. je Nous, il y suis a d'accord avec automatiquement vous, la mais clé par rapport à ça. ce n'est pas dans la tête de tous les élus, Oui, ce bah oui, système-là. mais Voilà. c'est transfert de charge, je ne veux pas dire qu'on crée. Non. Vous avez moins d'argent à dépenser de l'autre côté, mais en contrepartie, c'est ça. Nous, il y avait une clep. Au même Oui, titre, oui. moi, au début, je me suis fait un peu taper dessus par rapport à des notions. Le bâtiment, on me dit, bah, ton bâtiment, là, tu vas nous louer 44 000 euros. Je dis, OK, 44 000 euros. Mais moi, j'ai fait le calcul à côté de l'autre bâtiment qui est à la charge de la Comcom. Aujourd'hui, il y a des travaux d'investissement à faire, il y a des consommations énergétiques. Moi, le fait que ce bâtiment qu'on a mis à côté, qu'on le loue 44 000 euros, charges comprises, là, on se prend les augmentations électriques, gaz et compagnie. Hein. On le prend, hein, comme tout le monde. Hein. Ouais. Sauf que nous, c'est 44 000 euros, c'est figé, hein. C'est contractuel. Hein. C'est Vous voyez, ça. donc il y a une incidence. Alors, effectivement, ce bâtiment, mais aujourd'hui, le bâtiment, il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est sous la responsabilité d'un locataire qui s'appelle la Comcom. Non, mais il y a des leviers. Maintenant, par contre, le milieu de l'enseignant, ah bah, si vous rentrez dans un débat de transférer vers la Comcom, ils sont tous d'accord. Hein. Parce Ah que ben oui, dans évidemment. leur statut,
dans leur Oui, statut. oui, bien sûr, bien sûr. Sur le monde associatif, on a eu pas mal Oui, de questions justement si le oui, monde associatif avait droit à la parole. Je suis un petit peu caricatural oui. dans les orientations de politique culturelle que vous souhaitez Alors, ils vont mettre en là. place. Alors, alors aujourd'hui, si vous voulez, le problème du monde associatif chez nous, c'est qu'il est géré, allez, à 90% au sein des communes. Oui, Moi, les associations culturelles de Valette, c'est moi qui les gère. Bon. Il y a très très peu d'associations qui ont une résonance intercommunale dans la façon de travailler et d'une activité communale. d'accord. Moi, les associations, les troupes de théâtre, c'est la commune de Valette. Par la Comcom, là, c'est pareil, on ne les transfère pas vers la Comcom. Mais par contre, nous, le principe, c'est qu'il faut que les associations amènent un plus intercommunal ou un rayonnement intercommunal ou quelque chose comme ça. Ce qui est le cas des cinémas. Est-ce que vous avez Les, parlé à un moment d'une charte? les cinémas, les 3 cinémas peuvent avoir. Oui, Oui, vous avez fait une niveau charte cinéma, avec oui. les... Oh, ouais. Et avec les On structures est en train de faire une associatives? charte de. Alors, les 3 cinémas, si vous voulez, nous, on les a abordés sur l'aspect éducatif et sur l'aspect scolaire. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, euh, en l'occurrence, 3 cinémas qui reçoivent un temps scolaire, sur laquelle nous, la Comcom accompagne. Comment on accompagne? Eh bien, sur un bilan annuel présenté par l'association qui gère, enfin les 3 associations qui gèrent le cinéma, ils nous font un bilan annuel de la fréquentation et la Comcom verse 73 centimes au cinéma de participation financière pour les enfants qui sont en primaire et on verse 1 € pour les collégiens. Pourquoi cette différence? C'est parce que dans la perspective de recevoir l'ensemble des enfants de notre territoire sur les 3 cinémas, vous avez une prise en charge du transport scolaire. Alors que ce n'est pas le cas pour les collégiens, du fait que eux, les cinémas sont sur les grosses collectivités où vous avez les collèges. C'est ce qui explique le tout. Donc, par contre, il y a ce partenariat avec une limite de plafond, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas open bar, hein, ils savent qu'ils ne peuvent pas dépenser telle somme, mais il y a un compte-rendu. Ce qu'on a demandé par contre aux associations, ce qui est important, enfin nous à notre sens, c'est le fait que cette participation de 73 centimes doit être visible. C'est-à-dire que globalement, on demande, en l'occurrence aux collectifs, aux écoles, de communiquer dans ce sens en disant le prix de la place de votre enfant, 4,50 €. À ça, la communauté de communes a abondé 73 centimes. La commune, oui ou non, abonde à tel pourcentage. Reste à la charge des parents, mettons 2,50 €. Mais on demande à la facturation auprès des écoles par le cinéma de mentionner la participation financière pour pas qu'on se dise bah, la place est à 2,50 €. Non, la place n'est pas à 2,50 €. Elle est plus chère que ça, mais parce qu'il y a une subvention. On demande à ce qu'ils valorisent, qu'ils montrent la subvention. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Et ça, donc pour l'instant, pour les 3 cinémas qui étaient 3 associations qui ne s'entendaient pas, on les a réunis et ça a fonctionné. Et pour tout vous dire, c'est qu'ils sont sortis de la salle. Et les 3 d'entre eux ont repris contact après avec nous. On dit, on a beaucoup apprécié cet échange et on aimerait peut-être éventuellement que vous puissiez être porteur, vous, comme, d'une dynamique de proposer peut-être à travers des festivals de la décentralisation. C'est-à-dire que vous avez un cinéma qui fait un festival qu'on appelle Entre ciel et terre. Pourquoi il ne pourrait pas proposer une séance Entre ciel et terre dans les autres cinémas? Vous voyez, pour ouvrir le champ d'action. Et là-dessus, ils sont tous les 3 sont d'accord, mais ils ne l'ont pas dit ensemble. Ils l'ont dit séparément derrière. Donc, nous, on va remonter tranquillement vers eux pour travailler dans ce sens. Mais le milieu associatif va être concerté dans le cadre du prochain séminaire qu'on va mettre en place, parce que là, on est séminaire, mais à l'inverse, je dis, les associations à connotation interco sont très faibles. Très bien. Très, très faibles. Elles ne sont pas nombreuses, hein.
parce qu'en définitive, elles n'ont pas toutes un rayonnement interco. On est plus aujourd'hui sur de l'héritage des anciennes Comcom, vous voyez, qui disent cette association, on va la mettre interco. Pourquoi? Alors, quand je demande à mes confrères pourquoi vous les avez mis interco, ils vont dire c'est parce qu'ils sont une quarantaine de musiciens, mais il n'y en a pas la moitié de chez moi. Donc, c'est normal que ce soit l'interco qui prenne en charge. Bon, pour moi, ce n'est pas une thématique, ça. C'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diffusion culturelle. Quel est le rayonnement? Une association musicale, un orchestre, par exemple, dans 3 communes sur les 11 de notre territoire, là, ça m'intéresse. Le reste, non. Excusez-moi, je me permets d'intervenir dans Oui. votre échange. Moi, je vais devoir vous quitter parce que je dois enchaîner sur une autre réunion. C'est la mode des visios, vous savez, depuis quelques mois. Ouais, c'est fou maintenant. Il faut absolument qu'on voit les gens pour leur parler. Donc, c'est de plus en plus comme ça. Merci en tout cas à vous trois. Je me suis permis, j'ai pris l'initiative de mettre vos mails dans le chat du Zoom. Là. Donc, si vous voulez, vous pouvez le copier, le coller et rester en contact. Ce serait super que vous puissiez rester en contact par la suite des événements. Voilà. Merci encore, Monsieur Marché, pour votre temps. Très clairement, je suis à votre disposition. Vous avez mon mail. Si certains élus qui étaient présents souhaitent éventuellement échanger, moi, il n'y a pas de souci. L'idéal, c'est de m'envoyer un mail très clairement en renouvelant, parce que mon téléphone perso, beaucoup l'ont eu ou vont l'avoir, sauf que je ne lis pas tout le temps quand je n'ai pas le nom de la personne qui est en face, parce que les sollicitations, on en a beaucoup, quoi. On fait gaffe actuellement. Mais n'hésitez pas à communiquer mon mail si certains. Mais je vous dis, je ne suis pas là pour donner des cours, loin de là. Chaque territoire a sa spécificité, puis son vécu. Et je pense que on sait on sait qui on est quand on sait d'où on vient. Et l'avenir est plus beau que le passé. Voilà en résumé. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne Marché. continuation. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.